Donc, je me suis présentée brièvement. Moi, j'aimerais ça savoir, d'entrée de jeu, si vous avez envie de me partager un petit peu pour vous que ça signifie le travail social. Fait que je commencerai avec ça. Par la suite, je vais vous présenter une petite vidéo là, qui résume bien c'est quoi la profession. Je vais vous expliquer un petit peu plus en détail le rôle d'un travailleur social, surtout au niveau là, de la déficience physique. J'ai un exemple clinique aussi. J'en ai d'autres si vous voulez qu'on en parle aussi plus longuement. Puis quelques concepts un petit peu plus théoriques également. Puis après ça, on pourra discuter comme vous le souhaitez, là. Donc, selon vous, c'est quoi le rôle? Qu'est-ce que ça fait un travailleur social, plus précisément en déficience physique? Est-ce qu'il y en a qui veulent se lancer ou vous voulez que... Oui, est-ce que je peux répondre? Bien, certainement, allez-y. Excusez-moi, j'étais un peu concentré. Le travailleur social, il va analyser l'environnement, tout l'environnement de la personne, donc autant l'environnement, macro-environnement, mais le système, tous les systèmes qui arrivent autour de la personne, voir qu'est-ce qui se passe dans certains systèmes, et que ça vient affecter le système en cours. Pas mal ça, un travailleur social, après ça va être son opinion professionnelle et diriger vers les bonnes ressources. Pour aider la personne à réparer tout ce système en l'accompagnant, mais pas en apprenant à parler. C'est très bien résumé, effectivement. Donc, je vais vous en parler un petit peu plus loin, parce qu'on parle de l'approche biopsychosociale. Donc, effectivement, on tient compte, vous en parlerez aussi plus tard, de plusieurs déterminants de la santé qu'on appelle pour les identifier, ces déterminants, comprendre c'est quoi leurs interactions, puis comprendre l'impact que ça a au sein de l'usager et de la famille. Donc, ça, c'est effectivement une partie de notre analyse qu'on appelle l'évaluation du fonctionnement social. Puis on est là aussi pour soutenir, accompagner, offrir un soutien psychologique aux parents, aux familles, à la fratrie. Donc, on ne se concentre pas sur un seul individu, mais on a vraiment à cœur tout le système familial, comme vous l'avez bien dit, effectivement. Est-ce qu'il y avait autre chose, d'autres personnes qui ont envie de partager leur point de vue? Ça va? J'avais envie de vous mettre le petit vidéo, je ne sais pas si vous le connaissez, là, de David Goudreau, le slammer. Dans le fond, il a fait une petite vidéo pour la Semaine des travailleurs sociaux en 2020. Je trouve que ça résume très bien ce qu'on peut faire, dans le fond, tout l'éventail de nos compétences comme travailleurs sociaux. Fait que je vous laisse écouter ça, ça dure 2 minutes 30, on pourra en parler par la suite. Ouvre tes oreilles, monte le son. La semaine DTS, c'est l'occasion de souligner le travail de 14 000 membres, donc 56 000 membres en fait. 28 000 jambes pour accompagner ou manifester, 28 000 bras ouverts pour accueillir, soutenir et élever. 14 000 membres, c'est aussi 14 000 cerveaux, 28 000 hémisphères pour créer des liens, mais aussi en faire. Du réseau public au communautaire, des sphères politiques aux communautés, les TS sont formés pour tisser du lien social, pour informer, intervenir, sensibiliser et prévenir. Multiple, le TS travaille en équipe, la TS se démultiplie. Elle a le dos large et le cœur gros, le cœur grand quand vient le temps de couver un projet, d'être porteuse de changement. C'est bien plus que 28 000 yeux grands ouverts. C'est 14 000 regards qui adoptent des visions globales pour y voir plus clair. Et c'est du front tout le tour de la tête pour revendiquer, défendre des droits, des mots susurrés, posés jusqu'au coup de gueule. Pour que résonnent toutes les voix. De l'intime au structurel, on intervient auprès de l'individu en détresse, au cœur des structures qui l'oppressent et le stressent. Ici et maintenant, mais aussi demain et tout le temps. 14 000 TS et services essentiels, du travail de rang au travail de rue. Des dizaines de milliers de mains tendues aux aînés, aux nouveaux arrivants, aux ados, aux itinérantes, aux dépendants, aux populations vulnérables, à tout le monde et à toi.
Des centaines de milliers de Québécoises et de Québécois, rejoints par plus de 14 000 professionnels dévoués. Vous voyez, en sciences sociales aussi, on s'est compté, les uns sur les autres. Mais surtout, avant les statistiques et les chiffres, on prône l'humain avant tout. Donc, je trouvais ça intéressant de vous présenter cette petite vidéo-là. C'est très court, mais à la fois très inspirant et très juste dans ce qu'on peut faire comme dans notre métier, en fait. Donc, le spectre est large, hein, vous l'avez bien compris, au niveau tant de la population qu'on peut aider, au niveau de la clientèle, au niveau aussi de où se retrouvent les travailleurs sociaux, tant dans le communautaire que dans le public, que dans le gouvernement. Donc, on est vraiment dans plusieurs endroits à la fois. Donc, je vous ai mis une définition très, très courte, là, hein. Le travail social encourage les personnes et les aide à relever les défis de la vie et agit pour améliorer le bien-être de tous. Fait que c'est vraiment le but de notre travail. On est là pour aider. Puis comme votre collègue l'a dit tantôt, on n'est pas là pour faire à la place de la personne, mais on fait bien avec ce qu'elle souhaite faire, puis ses capacités aussi. Donc, au niveau de la pratique, on doit, pour être travailleur social, on doit détenir un baccalauréat en travail social et on doit être membre de notre ordre professionnel, donc l'Ordre des travailleurs sociaux et thérapeutes conjugaux du Québec. Pour pouvoir signer TS, ça prend ces deux qualificatifs-là. Sinon, si vous ne faites pas partie de l'ordre professionnel et vous avez quand même un bac en travail social, vous ne pourrez pas signer travailleur social. Donc, ça vient avec une protection au niveau du public de faire partie de l'ordre et avec des besoins de formation, d'amélioration de pratique. Donc, c'est ce qui fait qu'on peut porter le titre TS. Et on a des actes réservés aussi associés à ce titre-là. Par exemple, faire des curatelles publiques, c'est réservé uniquement aux travailleurs sociaux. Fin de la parenthèse. Je vous dirais qu'en majorité, là, si tu peux juste revenir, oui, merci. 75% environ des travailleurs sociaux sont dans le réseau de la santé et des services sociaux. Les autres membres là, travaillent soit en pratique privée, c'est de plus en plus présent, mais ce n'est pas encore très adopté au sein de la culture du travail social, la pratique privée, comme peut l'être en psychologie, par exemple. Donc, la majorité des membres travaillent pour le réseau ou dans des organismes communautaires aussi. Rapidement, je vais spécifier qu'il y a deux contextes d'intervention en travail social. Principalement, il y a le contexte d'intervention qui est volontaire. Donc, tout ce qui a trait sous la loi de la L4S, la loi des santé et services sociaux. Et vous avez le contexte d'intervention non volontaire, par exemple, en protection de la jeunesse ou sur la loi des jeunes contrevenants. Là, c'est vraiment un autre aspect de notre pratique qui diffère. Donc, je voulais quand même vous le spécifier que c'est quand même deux façons d'intervenir qui sont complètement différentes si on est sous la loi des L4S ou sous la loi de la protection de la jeunesse. Quand on est sous la loi de la protection de la jeunesse, on se doit d'appliquer dans le fond des recommandations du tribunal dans nos interventions. Donc, je n'entrerai pas dans les détails, mais ça vous permet de comprendre quand même qu'il y a deux contextes de loi là, dans lesquels on peut intervenir. Au niveau des principes, donc les principes fondateurs du travail social que l'Ordre répertorie, il y en a 4. Donc, il y a le respect de la personne et de sa dignité, le fait de ne pas nuire,
le respect de la diversité et la défense des droits et de la justice sociale. Donc, c'est les 4 grands principes. Il y en a d'autres, mais je vous dirais qu'ils rassemblent plus ce qu'on essaie de mettre en lumière dans notre pratique. Donc, ce qu'on parlait tantôt au niveau de l'importance de l'environnement entourant la personne. Quand on intervient, on tient compte de l'individu, mais aussi de l'environnement et de tous les autres facteurs qui influencent la vie de la personne. Quand on parle d'environnement, on peut parler de structure sociale, on peut parler dans le fond, de tout ce qui peut influencer directement les comportements, les perceptions de la personne. Vous n'êtes pas obligé de tout comprendre, mais ce que je veux que vous reteniez, c'est qu'on ne se sente pas juste sur le ici, maintenant, comment va la personne. On essaie d'explorer autour de cette personne-là, c'est quoi les facteurs, autant de protection que les facteurs plus vulnérables qui ont une influence sur le comportement, sur la pensée, sur les actions de la personne avec laquelle on intervient. Par exemple, au niveau biologique, est-ce qu'il y a des facteurs génétiques? Y a-t-il des facteurs plus au niveau hormonal, au niveau de la fragilité, au niveau des structures qui font que cette personne-là peut être plus sensible, plus vulnérable? Ce n'est pas des questions qu'on va poser d'emblée. On essaie d'avoir un peu de tact quand même, mais on essaie de voir avec la personne si elle souhaite discuter de cet aspect-là. Au niveau socio-culturel, effectivement, on regarde un petit peu le niveau socio-économique. Est-ce qu'ils ont un emploi? Est-ce qu'il y a une stabilité? Est-ce qu'il y a un désir de changement d'emploi? Est-ce qu'il y a une stabilité familiale? C'est qui sont les acteurs importants autour de la personne? Au niveau des valeurs, au niveau de la religion, au niveau du psychologique, comment vont les relations avec les parents, avec la fratrie, l'estime de soi, les capacités adaptatives. Qu'est-ce que ces personnes-là ont en elles pour résoudre des problèmes, des solutions? Qu'est-ce qu'elles font habituellement? Donc, on va vraiment essayer d'aller chercher plusieurs déterminants de la santé de ces personnes-là pour comprendre leur réalité, puis regarder avec elles qu'est-ce qu'on peut faire pour t'aider à ce moment-là. Si tu me dis que tu veux changer tel comportement, mais que tu n'as personne autour de toi pour t'aider, j'ai évalué le réseau, mais que tu es vraiment tout seul, à ce moment-là, moi, comme TS, je vais m'assurer d'aller chercher un réseau. Fait que ça peut être le CLSC, ça peut être des organismes communautaires. Je vais aller chercher des gens qui vont t'accompagner pour t'aider à mettre en place ces objectifs parce que tu es vraiment tout seul. Mais pour ça, il faut que j'aie compris la situation de la personne pour mettre en place les bonnes ressources qui vont vraiment répondre aux besoins de la personne. Est-ce que ça va jusqu'à maintenant? Avez-vous des questions? Ça va? Parfait. On peut continuer. Je voulais me concentrer davantage au niveau de la réadaptation physique parce que c'est un petit peu le but de l'échange d'aujourd'hui. Je voulais vous expliquer un petit peu qu'est-ce que ça fait un travailleur social au niveau de la déficience physique, du handicap physique, comment on est là pour aider les parents, les familles dans cette épreuve de vie quand même qui est pas simple à différents niveaux. D'abord, au centre de réadaptation, comment ça fonctionne, puis même en CLSC ou dans d'autres endroits. En général, là, c'est ce qu'on prend, c'est du volontariat. Je vous l'ai dit tantôt, on est sous la loi de la L4S. Ça prend du volontariat pour que les parents souhaitent avoir un accompagnement, un suivi en service social. Donc, ça, c'est souvent expliqué
par la coordonnatrice qui accueille les parents là, au centre de réadaptation. Donc, d'emblée, elle explique notre rôle, elle explique ce qu'on peut faire. Et je vous dirais, dans 98% des cas, les familles acceptent et puis on peut offrir nos services à ce moment-là. Donc, je vais vous énumérer un petit peu nos rôles, nos responsabilités. C'est sûr que ça varie un peu selon les centres de réadaptation, selon les organisations, mais en général, ça se rattache pas mal à ça. Donc, on est là pour aider les familles à retrouver un équilibre personnel, professionnel. Encore là, c'est quoi un équilibre? L'équilibre pour toi et pour moi est probablement pas le même que pour le parent. Fait que ça va être aussi à définir. C'est quoi votre équilibre? Qu'est-ce que vous souhaitez qu'on puisse remettre un petit peu de l'avant dans votre situation? On est là pour informer les parents aussi sur les aides financières qui sont disponibles et aider à faire au besoin les demandes des différentes prestations avec les parents. Donc, on parle le supplément pour enfants handicapés au provincial ou on parle, par exemple, de la prestation pour enfants handicapés au fédéral. Ça, c'est les deux grandes prestations qu'on peut faire là, pour aider. En milieu hospitalier, on peut aussi davantage faire la demande de proche aidant, ce qui peut être aussi quelque chose de pertinent. Ce qu'on aime quand même aux parents, c'est qu'on n'est pas des fiscalistes, on n'est pas des comptables, on a notre limite dans ce qu'on peut apporter comme aide. Notre rôle est d'informer sur ce qu'il y a de disponible et sur ce qu'on peut faire, nous, comme équipe de réadaptation. Parce que dans chaque aide financière que je vous ai nommée, il y a un volet aussi où les intervenants doivent décrire la situation de handicap et l'impact que ça a dans les sphères de la vie de l'enfant. Donc, c'est un petit peu ça au niveau des aides financières. Il y a aussi des aides financières qui sont possibles, là, des régimes d'épargne, invalidité, tout ça. On ne rentre pas beaucoup là-dedans parce que ce n'est pas notre rôle. On n'est pas là pour informer par rapport aux sous, à l'argent. Donc, on les réfère vers un comptable, vers une institution bancaire plus spécialisée qui vont pouvoir les guider à travers ça. Mais on le nomme quand même parce que c'est important. Ça fait partie aussi de ce qui peuvent leur être offerts, au même titre que des crédits d'impôt aussi. On est là beaucoup aussi pour accompagner les parents au rendez-vous, que ce soit des rendez-vous médicaux au centre de réadaptation, par exemple en pédiatrie, en neurologie. On est là parce que les parents sont souvent stressés par ces rendez-vous-là, puis ont besoin qu'on les accompagne, puis souvent, on prend les notes pour eux, puis on revulgarise ce qui est dit pendant le rendez-vous. Par la suite, on reprend avec le parent. Qu'est-ce que tu as compris du rendez-vous? Est-ce qu'il y a encore des questions, des interrogations? Moi, comme TS, je peux faire le lien avec le médecin sans problème. Fait que ça, c'est pendant et après le rendez-vous. Puis même avant le rendez-vous, on prépare le parent aussi à faire sa liste de questions. Parce que souvent, dans le moment présent, ben, ils peuvent être très stressés, puis ils peuvent comme ne pas parler ou poser moins de questions, ils oublient des choses. Fait qu'on est vraiment là pour les soutenir. Puis c'est super apprécié des parents et des médecins aussi. Fait que c'est vraiment un travail de collaboration qu'on fait à ce niveau-là. Donc, c'est aidant là, pour tout le monde. Évidemment, on est là pour une écoute empathique. On n'est pas là pour parler puis être spécialiste de ce qu'ils vivent, là. C'est pas ça du tout. On offre un temps. Ça peut se faire soit à notre bureau ou soit pendant les thérapies que l'enfant a en physio, en ergo, en nutrition. Le parent a besoin de ventiler sur ce qu'il vit. On va prendre un temps, c'est clair, pour l'écouter. Puis regarder avec lui comment ça va, puis qu'est-ce qu'il met en place pour que ça aille mieux aussi, là.
Fait que de là, on va parler un petit peu de l'environnement familial. C'est qui est dans l'environnement familial? Y a-t-il des grands-parents? Y a-t-il une fratrie? Y a-t-il des personnes proches, significatives? Comment vont ces personnes-là suite au diagnostic de l'enfant, de sa condition? Est-ce que ces personnes-là sont impliquées dans l'éducation, dans le soutien qui est donné à la famille? Fait qu'on regarde un petit peu, comme je vous l'ai dit tantôt, au niveau biopsychosocial, on regarde comment va cette famille-là, qui est présent, qu'est-ce qui peut être fait pour les aider. On peut aussi animer des séances soit individuelles ou de groupe pour du soutien émotionnel, psychologique. On peut le faire pour des parents. On le fait aussi pour des couples. On ne fait pas de thérapie de couple, là. C'est pas ça du tout. C'est vraiment plus de l'intervention familiale qu'on va faire. Ça peut être les deux parents ensemble. Un parent séparé, on revient avec les deux parents ensemble. On intègre la fratrie. Donc, c'est vraiment plus de l'intervention familiale qu'on fait quand le besoin est là, puis quand les parents sont disponibles émotionnellement à échanger, à partager leur vécu, puis à vouloir amener du changement dans leur situation. Et que ça ne s'applique pas dans tous les cas. Puis ça, c'est notre rôle comme TS d'être capable de discerner un petit peu comment les parents vont en ce moment, puis qu'est-ce qu'ils ont besoin. Puis quand ça dépasse notre mandat, nous, c'est centré sur la condition de leur enfant. C'est quoi les impacts? Qu'est-ce que ça fait au niveau de leur couple, de leur famille? C'est quoi l'impact que ça a au niveau de la fratrie? Cet enfant-là à l'école, comment ça se passe? Mais si ça outrepasse au niveau relationnel de couple, la dépression, les idéations suicidaires, etc., bien sûr, on va évaluer, mais on va référer très rapidement dans les ressources qui sont appropriées. Ce n'est pas nous qui allons faire ce suivi-là. On a vraiment un mandat de troisième ligne surspécialisé, donc c'est vraiment le but, c'est de les soutenir pour l'adaptation à la condition de leur enfant. Mais si ça touche, ça outrepasse plusieurs sphères de vie, à ce moment-là, on va cibler les bonnes ressources pour les aider. Puis ça, c'est clairement dit dès le départ. Donc, il n'y a pas le cadre émis, il n'y a pas de secret, il n'y a pas... voilà. On va aussi, bien sûr, participer aux échanges en équipe. Ça, les parents le savent, là, c'est nommé, on leur dit, on va parler de votre situation. Bien sûr, on ne rentre pas dans les détails dus au secret professionnel. On ne peut pas parce on se doit d'agir à titre de confidentialité. Donc, on ne peut pas divulguer aucune information précise, nominative, mais on peut expliquer globalement le cadre de vie. Puis, de dire, par exemple, aujourd'hui, la famille ne sera pas disponible pour tous les objectifs dont vous discutez. Ça ne sera pas possible. Il y a eu une situation qui s'est passée qui fait que les parents ne seront pas disponibles physiquement, émotionnellement. Donc, je vous demanderais peut-être de revoir vos objectifs, d'en cibler un ou deux. On pourrait peut-être même mettre l'éducatrice spécialisée à contribution. Ça pourrait aider là, dans ce moment de vie qui est plus difficile. Fait que ça sert à ça, d'en discuter en équipe pour vraiment bien cerner la situation de la famille, les besoins de la famille, puis dire à l'équipe, on est là un peu pour faire la courroie de transmission d'informations. Fait que l'équipe est au fait de la situation, ils comprennent la situation de la famille, puis la famille sait qu'on parle à l'équipe. Parce qu'en thérapie, ils se parlent, mais ce n'est pas le lieu, ce n'est pas le temps. Les thérapeutes ont des objectifs à faire avec l'enfant, puis les parents veulent que la thérapie ait lieu, puis c'est comme, c'est pas le temps là, de se parler de tout ce qu'il faut faire. Fait que nous, on a un rôle au sein de l'équipe de ramener des informations, de représenter la réalité des parents. Puis on s'assoit aussi peut-être aux 2-3 mois pour faire un plan d'intervention qu'on appelle avec la famille et l'équipe. On s'entend sur des objectifs, puis on s'entend sur des choses à faire pour les prochains mois. Donc, le but, c'est d'être le plus
transparent possible à répondre à la réalité de la famille. Voilà. Puis on est là, bien sûr, en soutien aux parents face aux étapes de la vie de l'enfant en situation de handicap. Donc, je vous dirais qu'il y a beaucoup d'étapes de vie là, pour le jeune enfant, que ce soit l'entrée à la garderie. Est-ce que vous voulez que votre enfant fréquente la garderie? Ça, c'est la question numéro 1. Si oui, on a des ressources. On peut vous aider aussi à trouver une garderie. On peut vous mettre en lien avec des organismes qui font ça. Il va falloir que l'enfant ait des adaptations à la garderie, adaptations, je dis n'importe quoi. Est-ce que ça peut être un fauteuil? Est-ce qu'il va être en fauteuil roulant? Est-ce qu'il va avoir des orthèses? Est-ce qu'il va avoir besoin d'une planche à station debout? De certains équipements pour qu'il puisse bien s'épanouir à la garderie. Fait que nous, c'est toutes des choses qu'on discute avec le parent, qu'on aborde, puis qu'on essaie, on ne prend pas position. Hein? Ce n'est pas nous autres qui va décider, oui, je pense que ça va être bon que vous le mettiez à la garderie. On n'est pas là, du tout. On est là plus dans les faits. Qu'est-ce que la garderie pourrait apporter en termes de stimulation, tout ça? Qu'est-ce qui pourrait être fait pour qu'on puisse favoriser son intégration? Donc, au niveau des équipements, tout ça, au niveau des ressources possibles. Fait que ça, c'est un exemple pour la garderie, mais même chose pour l'école, même chose, on est là aussi quand il y a de l'appareillage. Fait que, mettons, il y a un moulage d'orthèse, un essai d'orthèse, des prothèses. Moi, j'ai travaillé avec les amputés, les enfants amputés. Fait que j'étais là quand on a mis la nouvelle prothèse, quand ils ont essayé de marcher avec la prothèse de natation, prothèse de course. Fait que le parent vit quand même des grands moments quand ça arrive, puis il a besoin de parler, puis il a besoin de partager ce qu'il vit sur ce moment-là. Fait ça crée notre lien. Hein? Il l'a dit au début, David Boudreau, on est des tisseurs de liens. D'être là à toutes ces petites étapes-là, ça crée vraiment un lien particulier, puis les parents nous font confiance après ça. Puis je vous dirais que c'est la clé aussi d'être présent pour ce qu'ils vivent, tu sais. Au même titre que si un enfant va avoir une chirurgie en lien avec la condition, on est là pour parler avec le médecin de c'est quoi cette chirurgie-là, ça va être quoi les impacts, qu'est-ce qu'on peut faire pour les aider, pré-op, post-op, même chose pour les gavages. Est-ce que le parent, là, le médecin envisage une gastrostomie? Est-ce que c'est quelque chose que le parent a pensé? Est-ce qu'il est en accord avec ça? Est-ce qu'il n'est pas en accord avec ça? On peut faire une balance décisionnelle avec le parent, regarder avec lui. Ça serait quoi les pour? Ça serait quoi les contre? Est-ce que c'est quoi le gavage? Qu'est-ce que ça implique? Fait que c'est un petit peu tout ça. Fait qu'on est là beaucoup dans l'organisationnel, mais beaucoup aussi dans les étapes de vie reliées au handicap, ce que le handicap peut apporter pour ces familles-là. Hein. Là, je parle du parent, mais on a beaucoup aussi en tête les autres personnes significatives qui prennent soin de l'enfant, la fratrie. Il ne faut pas oublier la fratrie qui peuvent avoir aussi, vivre des grandes choses en lien avec la situation de leur frère ou de leur sœur. Est-ce que vous avez des questions? Ça va? Je parle trop vite, vous me le dites aussi. Des fois, je peux m'emballer. Puis... enfin, on est là aussi pour expliquer aux parents c'est quoi les organismes communautaires, les partenaires externes, les référés aux besoins. On n'est vraiment pas dans une logique où on est fermé dans notre centre de réadaptation, puis on est là juste pour le parent. Au contraire, on fait beaucoup de liens avec les partenaires extérieurs. Là, moi, j'étais à Montréal. C'est sûr que je connaissais un petit peu en région ce qui se faisait, mais j'essayais d'aller justement des conférences comme vous faites aujourd'hui, de contacter les organismes avec lesquels on travaillait, les faire venir en conférence, aller visiter les lieux pour être en mesure de, quand j'en parle à mes familles, de savoir de quoi je parle, puis de pouvoir bien nommer les services
puis que les familles soient intéressées. Puis même, je les accompagnais des fois dans certains organismes pour faire des visites. Donc, je faisais le lien aussi pour que ça puisse vraiment être mis en place là, chez ces familles-là. Parce que des fois, tu sais, juste de donner un pamphlet, le pamphlet va se retrouver dans le fond du bac, puis ça va finir là. Mais juste de faire le petit step de plus avec le parent, de dire hey, on appelle ça ensemble, tu veux qu'on aille le visiter ensemble? Ça aide. Puis là, whoop, le lien se fait avec l'intervenant à l'autre bout, puis c'est parti. C'est grandement aidant à ce niveau-là. Oui, il y a une question. Oui, bonjour. Moi, c'est Luce. Je suis en Gaspésie, les îles. Je travaille pour un organisme régional en loisirs et en sport. Oui. C'est exactement dans ce sens-là ma question, à savoir comment vous connaissez bien les organismes communautaires et leurs services. Là, de la manière que je l'entends, c'est presque une initiative personnelle d'être curieuse, d'aller visiter. Mais souvent, je rencontre des travailleurs, je parle par téléphone aux travailleurs sociaux, puis ils ne connaissent pas nos services. Non. J'aimerais... C'est une excellente question. Ça reste beaucoup à définir encore. Là, dans le fond, moi, j'ai le chapeau là, de SAC, là, de spécialiste en activité clinique pour le Sainte-Justine et Marie-Enfant. Puis là, je me fais un devoir, dans le fond, à chaque réunion professionnelle, d'inviter différents organismes puis de pouvoir ouvrir, élargir nos horizons par rapport aux offres de services qui sont faits à Montréal et ailleurs. Fait que ça, c'est sûr que c'est quelque chose que j'essaie de faire. Sinon, je vous dirais que nous, si je parle pour moi là, comme centre de réadap à Montréal, on a une clientèle aussi surspécialisée. Donc, j'ai des gens qui viennent des Îles-de-la-Madeleine, j'ai des gens qui viennent de Rimouski. Fait qu'à ce moment-là, moi, je contacte mon vis-à-vis, mon TS en région, puis je lui demande un petit peu, voici les besoins de la famille, qu'est-ce que tu as à me suggérer dans ta région? Est-ce que tu pourrais faire l'arrimage avec la famille par rapport à ces besoins-là en lien avec la réadaptation qui se fait ici? Fait que c'est beaucoup de démarchage un à la fois. Il y a certaines plateformes, justement, là, qui commencent à voir le jour, un peu comme l'accompagnateur, qui nous permet d'aller chercher les ressources à travers le Québec. Là. En gros, c'est ça. Il y a comme... Ça reste à travailler, là, tout à fait. Est-ce que ça répond à votre question? J'ai retenu spécialiste en activité clinique, donc j'entends qu'il y a ce titre-là dans chacun des points de service CR qui pourrait peut-être être un poste, une personne intéressante à... Encore là, non. Donc, chaque CLSC et chaque CR a sa façon de fonctionner. Je vous dirais que nous, dans le fond, Sainte-Justine couvre le centre de réadaptation aussi. Donc, ça fait 1 an que je suis là comme spécialiste en activité clinique. C'est un nouveau poste. Donc, c'est vraiment... je n'ai pas nécessairement de vis-à-vis dans tous les CR ou dans tous les CH, mais je travaille à tisser des liens, c'est sûr. Mais sinon, effectivement, ça pourrait être peut-être des coordonnatrices cliniques dans chaque programme. Ça, je suis pas mal certaine qu'il y a des coordonnateurs là, pour lesquels on pourrait avoir des entretiens ou des couloirs de service, dans le fond. Là. Ouais. C'est bon? Parfait. Brièvement, évidemment, je ne peux pas passer à côté. On est là pour évaluer les situations de compromission. Situations de compromission au niveau du développement, de la sécurité. Oui, comme TS, on en fait, mais j'ai envie de vous dire que c'est une responsabilité qui est partagée. Donc, un intervenant, un médecin qui vient nous voir en nous disant « cet enfant-là semble présenter des signes de négligence » ou blablabla. C'est sûr que nous, quand on n'a pas été témoin ou qu'on ne connaît pas l'enfant, ce n'est pas nous qui allons faire le signalement, ce n'est pas nous qui allons procéder dans ces étapes-là. Par contre, on va accompagner les intervenants là, à ce niveau-là. Quand on le fait, ça, c'est à la discrétion de chacun, là, mais
le plus possible, il faut évaluer la plus-value d'en parler avec le parent ou non. Donc, ça, c'est un autre aspect de notre travail qui est un petit peu plus délicat et complexe parce que c'est des familles qu'on suit en réadaptation, qu'on va revoir et qu'on doit signaler au DPJ pour tel aspect. À ce moment-là, ça demande du doigté, de l'ouverture, de la transparence. C'est pas simple non plus. Mais voilà. On est là aussi pour rapidement participer aux activités académiques. On fait de l'enseignement, on fait de la supervision aussi d'étudiants, de stagiaires. Puis on fait aussi de la recherche. Comme travailleur social, on peut participer là, à des projets de recherche en réadaptation, par exemple. C'est quelque chose qui se fait aussi. Donc, voilà. Rapidement, au niveau de l'intervention, donc, il y a 5 grands axes. Donc, on identifie, on formule, on partage, on convient et on planifie. Donc, on identifie des facteurs de lien, comme je vous l'ai dit tantôt, hein, quand je vous parlais de déterminants de la santé, des facteurs de lien. On identifie le réseau social, par exemple, l'âge de la personne, son statut d'emploi, son filet de sécurité, ses ressources, c'est quoi le handicap, est-ce que c'est récent, c'est nouveau, c'est quoi l'impact. Donc, on est là pour, on n'est pas là pour juger, on identifie des faits. Dans le fond, c'est des facteurs qui ont un impact sur la condition de la personne. Et tout ça est fait en le disant aux familles, hein. On ne cache pas ça, là. Aujourd'hui, on va se parler quelques fois. Je vais vous poser davantage de questions. Peut-être que vous allez trouver ça intrusif. On va prendre le temps de se connaître à travers mes questions. Fait que c'est un processus. Je vais émettre un rapport. Ça va être disponible dans votre dossier. Vous avez le droit de l'avoir. Idéalement, on regarde notre rapport avec le parent. On valide ce qu'on met dans notre rapport. Donc, c'est vraiment un processus de co-construction. On formule des hypothèses, donc, sur l'influence de ces facteurs-là. Par exemple, madame n'a pas d'emploi, donc il est difficile pour elle d'assumer les frais reliés au transport, au CR et les frais associés aux orthèses. Il serait bénéfique de trouver une aide financière pour alléger le stress et faciliter l'assiduité au rendez-vous. Ça a l'air niaiseux, là, mais des fois, on se dit, bien, pourquoi elle ne vient pas au rendez-vous? Bien, pourquoi elle ne vient pas au rendez-vous? Parce qu'elle n'a même pas 5 piastres pour se payer un billet d'autobus là, avec son enfant. Fait que, je pense qu'il faut revenir aux besoins de base, puis on est là, nous, des fois, pour juste rafraîchir la réalité aux intervenants, puis d'être accommodant aussi. Je dirais, avec les années, la clientèle s'alourdit de plus en plus au niveau psychosocial. On a beaucoup de cas lourds au niveau de l'immigration, au niveau de la langue, au niveau du statut socio-économique. Donc, tout ça fait en sorte que ça a un impact au niveau des rendez-vous en réadaptation, puis au niveau des frais, des paiements qui peuvent être faits pour les équipements, par exemple. On est là pour partager, comme je vous l'ai dit tantôt, avec les autres intervenants. Par exemple, le père est seul, la mère est décédée. Donc, l'assiduité au rendez-vous peut être difficile vu la gestion des nombreux rendez-vous et le fait que le père travaille et qu'il n'y a pas de réseau. Fait que ça, souvent, les intervenants ne sont pas au courant de tout ça. On lit dans ce qu'on appelle une anamnèse, là, mère décédée à la naissance, père seul, enfant polyhandicapé. Mais les intervenants ne sont pas au courant de tout l'impact que ça a dans la vie de ce parent-là, puis du fait que bien, ça se peut qu'il en manque quelques rendez-vous. Puis nous, comme TS, on va essayer de faciliter cet arrimage-là le plus possible. T'sais. On va y en donner des billets de taxi au papa pour qu'il vienne. Est-ce qu'on peut espacer les rendez-vous? On va essayer de trouver des stratégies, mais il faut que l'équipe soit au courant pour ça, pour que ça fonctionne. On va convenir avec la personne des types de changement. Donc, moi, je ne vais pas décider pour elle. Fait que je remarque à la lumière de ce qu'on a discuté que telle chose est plus difficile. Qu'est-ce que tu aimerais? Je te sens fatiguée, épuisée. Qu'est-ce que tu aimerais? Tu aimerais avoir du répit, connaître les ressources de répit. Parfait.
C'est là-dessus qu'on va se concentrer. Je vais te les nommer, je vais te les donner. Non seulement ça, je vais faire le lien avec toi, on va les appeler, on va aller les visiter, on va faire ça ensemble. Fait qu'on planifie avec la personne les objectifs que la personne veut atteindre. Veut diminuer sa fatigue, être plus disponible pour son enfant. À ce moment-là, on va l'envoyer en répit, l'enfant. On va aller visiter la ressource avec le parent, avec l'enfant. C'est un beau moyen pour redonner du pouvoir aux parents et permettre à l'enfant de vivre autre chose. Est-ce qu'il y a des questions jusqu'à maintenant? Est-ce que ça va? Oui, Luce? Je vais me lancer, il n'y a pas trop de monde qui pose des questions. Mais justement, vous avez une relation privilégiée en créant le lien de confiance. Je me demandais, lorsqu'il y a une demande d'accommodement, s'il y a une demande spécifique pour, là, je pense notamment dans les camps de jour, quand il y a un besoin d'accompagnateur ou d'accommodement quelconque, là, un espace de repos. Est-ce que vous accompagnez les parents dans la formulation des accommodements à planifier avec le camp? Puis jusqu'où vous pouvez accompagner? Puis là, je pense même au transfert de connaissances avec le camp. Écoute, c'est super intéressant. Je te dirais qu'encore là, c'est du cas par cas. La majorité, nous, de nos familles à Montréal, on n'a pas une très grande offre de camps spécialisés, là. Il y a certains enfants qui intègrent les camps réguliers, mais ça pour dire qu'on s'assure de faire le lien avec le coordonnateur du camp, si le parent le souhaite. Puis oui, on peut les inviter même s'il y a un plan d'intervention, s'il y a une discussion d'équipe, pour vraiment bien comprendre les besoins, puis aider le parent à formuler ce qu'il souhaite qu'il soit mis en place pour l'enfant. Donc, je te dirais qu'il n'y a pas tellement de limites en ce sens que, mis à part qu'on n'ira pas au camp physiquement là, pendant le camp de jour, mais en amont, au niveau de la sensibilisation, de la participation, on est vraiment disponible pour aider les parents à ce niveau-là aussi, là. Fait que même juste à l'inscription, puis jusqu'au paiement aussi, on aide aussi, on offre une aide financière pour les camps de jour. Donc, en gros, c'est ça. Mais comme je te dis, c'est assez limité à Montréal. Fait que la majorité des enfants, quand ils sont allés une fois après ça, le camp les connaissent les besoins, les parents sont à l'aise. Fait que c'est plus dans le cas d'un premier contact, là. C'est qu'on va être surtout impliqué et surtout présent si le besoin est là. C'est bon? Parfait. Je vais vous faire une petite vignette clinique rapidement. Je ne sais pas il est quelle heure, j'ai pas. Oh mon Dieu, OK. Je vais faire ça rapidement. On en a parlé, mais je trouvais que c'est quand même un petit exemple qui est intéressant. Donc, une petite cliente âgée de 6 ans qui a dû avoir une amputation de la jambe suite à un cancer. Maintenant, elle se déplace en fauteuil roulant. Donc, nous, on est là comme TS pour évaluer les besoins, puis les parents ont besoin d'aide parce que merci, au revoir. Les parents ont besoin de soutien. Donc, besoin d'un domicile accessible. Hein. La vie change du jour au lendemain. Le logement est plus accessible. La jeune ne peut plus se déplacer, elle est plus autonome. Les parents ont des conditions économiques qui sont quand même précaires. Donc, il faut trouver un logement accessible là, en vue du congé. Fait que moi, on était là comme TS, par exemple, pour aider dans la visite de logement, la liaison avec les partenaires. On a certains partenaires externes qui aident pour des logements accessibles. Fait que c'est quelque chose qu'on peut faire comme travailleur social. On peut regarder aussi pour la demande de supplément au loyer, sachant que les conditions économiques sont plus précaires. Fait que tout ça, je vous résume ça vraiment rapidement, là, mais ça a permis, dans le fond, de faire la demande de supplément au loyer, de trouver un partenaire qui nous a aidé à trouver un logement accessible. Là, la cliente a pu avoir son petit fauteuil roulant, puis elle a pu quitter le centre de réadaptation pour aller vers son nouveau logement avec ses proches. Fait que c'est de ça, de se dire qu'il faut évaluer toutes les facettes de la situation de la famille. C'est un fait nouveau qui arrive.
elle ne peut plus être dans son logement actuel, qu'est-ce qu'on fait pour l'aider, pour garder tous les déterminants qui peuvent avoir un impact sur la situation. Voilà. Fait que rapidement, les ressources externes, là, je vous parle du Grand Montréal parce que c'est un peu ce que je connais. Je ne connais pas beaucoup en région si vous avez un peu le même principe, mais moi, je les réfère toujours au CLSC de leur région. C'est eux qui sont les mieux placés pour répondre à ces besoins-là. À Montréal, on a le V111 qui est l'accueil psychosocial. C'est une ligne qui est ouverte 24/24 pour parler à un intervenant. Puis il y en a aussi dans d'autres régions, là, c'est possible. Donc, c'est un super bel outil, là. Le 211 à Montréal, qui est le répertoire des organismes aussi. Le CLSC, puis je mets Suicide Action Montréal parce que de plus en plus, on doit évaluer là, les idéations suicidaires. C'est quelque chose qui est de plus en plus présent dans nos interventions. Les gens ont de plus en plus de détresse psychologique. Puis à Montréal, bien sûr, bon, on a l'accompagnateur, on a l'Étoile de Pacho, Je me fais une place en garderie, le Centre Filou, Solidarité de parents, le Phare, Rêve d'enfants. Donc, on a plusieurs aussi organismes qui aident auprès des enfants en situation de handicap. Donc, en conclusion, on est là pour aider on aide les personnes qui vivent des problèmes, on évalue des situations, on convient avec la personne des interventions, on élabore des pistes de solutions avec les personnes. Puis, ben, on possède un diplôme universitaire, on n'est pas, on est allé à l'école pour faire ça aussi. Donc, on a quand même, et on fait partie d'un ordre professionnel. Donc, voilà.